Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette conférence sur le thème « Quelle place du nucléaire dans la transition vers une économie décarbonée ?» C'est l'une des 7 conférences des forums économiques de la Sorbonne 2022, organisée par Partageons l'économie, BSI Economics et l'École d'économie de la Sorbonne. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos. Je ne suis spécialiste en rien du nucléaire, mais pour avoir écrit parfois sur le sujet, je sais que c'est un sujet hautement inflammable. Il y a 3 thèmes qui, dans mes articles, provoquent des réactions très vives de l'opinion, qui sont les retraites, le bitcoin et le nucléaire. Donc bingo, j'ai gagné l'un des 3. Le point de départ de cette discussion, c'est que la production d'énergie s'est faite jusqu'à présent très largement à base de charbon et d'hydrocarbures, qui entraînent des émissions de CO2, qui changent le climat et dont on estime que ce n'est plus souhaitable et que c'est même dangereux. La France vise la neutralité carbone à horizon 2050. Toute une série de pays ont pris des engagements collectifs. Il faut basculer sur de nouvelles formes d'énergie. Certaines sont dans le paysage depuis longtemps. L'hydroélectricité, l'éolien, le solaire. Une autre est plus récente, plus concentrée, plus compliquée aussi à maîtriser. Il s'agit du nucléaire. Cette énergie avait été choisie par la France il y a plus d'un demi-siècle, quand il y avait eu un choc qui avait fait prendre conscience de la vulnérabilité de l'approvisionnement d'un pays dans ces énergies fossiles. Et donc c'est un choix très fort qui avait été fait. Il y a un choix très français, il a été fait dans d'autres pays, mais la France l'a fait plus que tout autre pays. C'est aussi une technologie qui a débouché sur des catastrophes qui ont marqué l'opinion. On pense évidemment à Tchernobyl, on pense évidemment à Fukushima. C'est aussi une technologie qui présente des difficultés de mise en œuvre. En France en ce moment, la moitié du parc nucléaire ne tourne pas. Et puis c'est aussi une technologie sur laquelle il y a eu des engagements politiques, là aussi. François Hollande, quand il était président de la République, s'était engagé à baisser la part du nucléaire dans l'électricité produite en France de 75% à 50% en 2025. Et on sait aussi que cet engagement pose des questions tout à fait particulières, parce que dans un monde où il va falloir décarboner l'énergie, il va falloir plus d'électricité. Et comment est-ce qu'on fait de plus d'électricité en émettant moins de carbone? Il y a le nucléaire, il y a les énergies renouvelables. Et la réponse à cette question a varié au fil du temps et des urgences. Le nucléaire avait été très largement banni après Fukushima. Le débat a été réentrouvert récemment avec la flambée des prix, avec l'indépendance, avec la nécessité d'électrifier massivement le transport et le chauffage. Il y a eu des travaux qui ont été faits pour tenter d'éclairer ces débats en France. On va en parler. Peut-on, doit-on se passer du nucléaire, ou serait-ce au contraire folie? Est-ce que c'est suicidaire de s'en servir ou au contraire suicidaire de ne pas s'en servir? Que faire des centrales existantes? Faut-il en construire de nouvelles? C'est de tout cela dont il va être question maintenant. Et donc on va commencer par les différents travaux qui ont essayé d'explorer cette question du mix énergétique décarboné français. Il y a l'entreprise RTE qui fait les réseaux de transport d'électricité en France, qui a fait des scénarios qui ont été très, très remarqués. Et je vais demander à notre première intervenante, Kathleen Schubert, qui est professeure d'économie à la Paris School of Economics, qui est aussi membre du Haut Conseil pour le climat et qui a écrit un petit opuscule dont je vous recommande la lecture si vous ne l'avez pas déjà fait, qui s'appelle « La transition énergétique, objectif zen » avec Fanny Henriet aux éditions Rudulm Céprémap. Alors Kathleen, à toi la parole pour nous expliquer ce que tu retiens de ces, les grandes lignes de ces différents scénarios qui ont évalué l'évolution du mix énergétique français. Alors, je retiens en fait que qu'on a un arbitrage. Enfin, ce qu'on voit dans ces scénarios, c'est qu'il existe un arbitrage finalement entre faire de la sobriété et faire du nucléaire. Moi, c'est ce que je retiens. Donc, pour la France, dans les différents scénarios, sont des scénarios dans lesquels il faut parler, poser le sur le montant. Dans lesquels il y a une pénétration des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables augmentent, bien sûr. Mais ces énergies renouvelables ont quelques défauts. En particulier, elles sont intermittentes. Elles ne sont pas pilotables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider quand il y aura du soleil ou quand il y a du vent. Donc ces énergies renouvelables, au moins pour l'instant, tant qu'on n'a pas résolu la question du stockage à grande échelle, ça ne peut pas constituer tout de suite la solution au problème de la décarbonation. Donc finalement, on peut disons,
faire un backup de ces énergies renouvelables par des centrales à gaz, comme on a fait en Allemagne, ce n'est pas une très bonne idée. On peut également essayer de maîtriser la demande, mais bon, ça ne peut pas constituer la réponse absolue. Et donc finalement, on a l'option nucléaire, ou alors on a l'option limitée, faire baisser en fait la consommation d'énergie, la sobriété, ce qu'on appelle maintenant la sobriété. Donc dans les scénarios RTE, ils explorent en fait ces différentes options avec différentes doses dans les différents scénarios de sobriété, de nucléaire. Et donc, je ne vais pas vous les décrire en détail, mais pour moi, c'est ça que je retiens, c'est cet arbitrage. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour le futur proche, parce que le futur lointain, c'est un peu différent. On peut penser qu'on va réussir quand même à régler la question du stockage, et que dans le futur lointain, on pourra avoir un monde décarboné qui marche, où la production d'électricité est à base de renouvelables quasiment uniquement. Mais dans le futur plus proche, c'est plus compliqué. Et donc voilà, je pense que le point important, c'est cet arbitrage. Alors comment on décide si finalement on va faire de la sobriété ou du nucléaire à l'avenir? La sobriété, c'est un choix de société, c'est pas quelque chose qui se décrète comme ça. Donc je n'ai pas des idées très claires là-dessus. Je ne sais pas si on peut vraiment savoir quels vont être les comportements des agents à l'avenir. Est-ce qu'ils vont vraiment réduire leur consommation d'électricité, sachant qu'il faut parallèlement électrifier les usages, c'est-à-dire passer à l'électricité pour le transport, électrifier le chauffage dans les bâtiments. Donc ça semble compliqué de tenir l'équation, de faire baisser la demande d'électricité, même si les gens deviennent plus économes, disons, font plus attention à leur consommation. C'est pourquoi quand même, dans les scénarios RTE, j'ai l'impression que l'hypothèse dominante, c'est qu'il y aura davantage de nucléaire à l'avenir. Voilà. Merci. L'électrification des usages est un point très important qui est souvent un peu minoré. L'électricité fait 25% de la consommation d'énergie finale en France. Si on veut vraiment décarboner l'énergie, ce n'est pas ces 25%-là qu'il faudra décarboner, c'est les 75% restants qui font notamment le transport et notamment le chauffage. Et donc il va falloir électrifier, il va falloir produire plus d'électricité. C'est vraiment, je crois, un enjeu absolument crucial qu'il faut avoir en tête. On va passer à vous, Philippe Quirion. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire CIRED. CIRED, ça veut dire Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Et ça existe depuis près d'un demi-siècle. Vous avez contribué à un livre qui est précisément sur le sujet dont on parle aujourd'hui, qui est « Peut-on se passer du nucléaire en début d'année ?» Vous avez aussi des engagements associatifs forts sur ces questions-là. Et vous avez fait des travaux au sein du CIRED également sur le mix, sur les différents mix énergétiques. Alors quel est le mix le moins coûteux en évitant les émissions de gaz à effet de serre? Merci d'abord pour l'invitation et l'organisation. La question essentielle qui se pose en France concernant l'électronucléaire, c'est de savoir s'il faut lancer un programme de construction de nouvelles centrales donc de type EPR pour les décennies qui viennent, ou bien est-ce qu'il faut s'orienter donc sur le long terme vers un mix 100% renouvelable une fois que les centrales existantes auront fermé, puisque un jour ou l'autre, elles fermeront. Alors, il y a une vingtaine d'années, économiquement, le coût d'un scénario 100% renouvelable apparaissait beaucoup plus élevé que le coût d'un scénario au moins en partie nucléaire. C'est plus le cas aujourd'hui. Si on regarde le dernier rapport du GIEC, donc le groupe 3 sorti tout récemment, on y lit que la baisse, même si on prend sur les dernières années, la baisse du coût du mégawattheure produit par du photovoltaïque a été de 62% depuis 2015, l'éolien terrestre 18%, l'éolien maritime 40%, que la baisse a été forte aussi dans les technologies de stockage qui sont effectivement nécessaires si on veut avoir un mix 100% renouvelable, les batteries et les électrolyseurs pour produire de l'hydrogène qui peut servir de stockage d'énergie à long terme, alors que les batteries c'est pour le court terme. Et on lit aussi dans ce rapport que la baisse a été beaucoup plus rapide qu'anticipée. Dans le même temps, à l'inverse, on y lit aussi qu'en Amérique du Nord ou en Europe, le coût des nouveaux projets nucléaires a été 3 à 4 fois plus élevé que le budget initial. Donc tout le monde est au courant des déboires de l'EPR de Flamanville, mais c'est un problème, on a exactement les mêmes surcoûts aux États-Unis, en Finlande ou au Royaume-Uni.
Alors bien sûr, il ne faut pas juste comparer le coût par mégawattheure produit, puisque, comme Kathleen le soulignait à juste titre, il faut avoir de l'électricité au moment où on en a besoin. Et donc, il faut également un pilotage de la demande, il faut également du stockage d'énergie. Mais les technologies de stockage d'énergie, elles existent. Et je dirais heureusement, parce qu'il est clair que tous les pays du monde ne vont pas s'orienter vers la construction de centrales nucléaires. Si on prend par exemple un pays comme l'Irlande, enfin l'île d'Irlande, qui est connectée certes au Royaume-Uni, mais uniquement par une ligne courant continu, donc c'est un système qui est isolé déjà du point de vue de la régulation de fréquence. Il va falloir quand ils sortiront des fossiles, puisqu'ils sont engagés comme nous, qu'ils aient un système 100% renouvelable. Et c'est le cas pour beaucoup de réseaux électriques dans le monde. Donc les technologies de stockage, elles existent. Les électrolyseurs, c'est très ancien. Le stockage d'hydrogène, c'est très ancien, ça existe. Les batteries, le coût a diminué. Tout ça a un coût, bien sûr. Donc c'est le genre de choses qu'on a quantifiées, en particulier avec mon collègue Béran Cherizadeh, dans une série d'articles. Et en fait, la méthode qu'on suit, c'est à peu près la même que les modèles de RTE utilisés pour le rapport ou ceux de l'ADEME. C'est à peu près le même principe. Chaque modèle a des avantages et des inconvénients. Bon, je dirais que la spécificité d'une autre, qu'on est des chercheurs et pas des opérationnels, c'est que d'une part, c'est publié dans des revues scientifiques et d'autre part, les modèles sont mis en libre accès. Donc tout le monde peut les utiliser. D'ailleurs, y compris EDF Recherche et Développement, il y a des gens qui commencent à l'utiliser. Alors, quels sont les résultats de tous ces travaux? En fait, c'est que si on situe, on situe à l'horizon 2050-2060, il y a beaucoup d'incertitudes sur le coût et les performances de telle ou telle technologie. Mais le résultat sur le coût global du système, si on veut atteindre le même niveau de consommation, le même niveau de sécurité d'approvisionnement, c'est qu'on est dans la fourchette d'incertitude. On n'est pas capable de dire lequel des mix est le plus coûteux, mais on peut dire que grosso modo, ça n'a pas l'air très différent. Et donc, il faut se baser sur d'autres critères que ce critère de coût économique pour décider soit d'une trajectoire de long terme, soit de critères pour changer de trajectoire éventuellement au cours du temps. Alors, donc, en fait, on a le choix, pour simplifier, entre un système 100% renouvelable et un système avec du nouveau nucléaire. Et là, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on irait s'embarquer à nouveau dans tous les problèmes que pose le nucléaire, qui sont le risque d'accident, dont la probabilité est faible, mais très difficile à quantifier, et dont le coût est très élevé. L'IRSN, en 2013, avait chiffré le coût d'un accident majeur en France à plus de 400 milliards d'euros. Les problèmes de gestion des déchets qui ne sont pas résolus, même CIGEO pour les... le projet CIGEO est dimensionné pour le parc actuel de centrales, mais pas pour un nouveau parc. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait faire autre chose ou étendre ce projet. On a le risque d'un problème générique qui touche une série de réacteurs, risque qui a été mis en avant depuis longtemps, mais qui arrive aujourd'hui avec les problèmes de corrosion sous contrainte. Et puis, je dirais un autre problème qui, lui, n'est pas technique, mais plus... Enfin, non, il y a un autre problème qui est la vulnérabilité en termes militaires ou d'attentats. Si on se lance dans un programme EPR, c'est pour en construire une série, ça, tout le monde est d'accord là-dessus, ça veut dire que certaines de ces centrales seront encore en fonctionnement en 2100. Personne ne peut prévoir l'état géopolitique de l'Europe en 2100, tout comme pas grand monde n'avait prévu qu'on serait en guerre sur le sol européen aujourd'hui. Et si on se retrouve en conflit avec une puissance technologique importante en Europe, se baser sur un parc nucléaire, c'est une grande vulnérabilité. Et puis le dernier problème qui est politique, c'est qu'en fait, cette illusion selon laquelle on va continuer, on va s'en sortir en renouvelant le parc nucléaire principalement, c'est l'un des principaux arguments qui sont aujourd'hui avancés comme un frein au déploiement des énergies renouvelables, déploiement massif qui est de toute façon nécessaire, ceci dans tous les scénarios, qu'ils soient de RTE, de l'ADEME, du Shift Project ou autres. Alors, c'est bien sûr, beaucoup de gens disent, et de manière tout à fait sincère, qu'il faut faire les deux, qu'il faut développer les renouvelables, développer le nucléaire, et aussi d'ailleurs les économies d'énergie. N'empêche que quand on regarde les arguments qui sont avancés par les nombreux opposants aux projets renouvelables
en France. Alors, il y en a quelques-uns qui sont des négateurs du changement climatique, comme le président de la Fédération anti-éolienne, mais beaucoup d'autres disent on n'a pas besoin de renouvelables parce qu'on a le nucléaire. Et le problème, c'est que si on se retrouve à se lancer dans un programme nucléaire et qu'on se retrouve avec les mêmes délais, les mêmes surcoûts que ce qu'on a eu sur tous les premiers EPR jusqu'à présent, on va être coincé. On n'aura pas investi assez dans les énergies renouvelables, ni d'ailleurs dans les économies d'énergie. Et dernier point, je voudrais rebondir sur cet arbitrage sobriété nucléaire pour dire que la sobriété, de toute façon, elle est incontournable. Déjà, là, on est moins dans le débat, j'en doute entre nous, sur des questions qui ne sont pas liées à l'énergie. Le méthane émis par les ruminants, on n'a pas tellement de solutions techniques pour l'éviter, donc ça veut dire qu'il faut élever moins de ruminants, donc manger moins de viande et de produits laitiers. Bon. Ou sur l'aviation longue distance, c'est pareil, il y a quand même assez peu de solutions qui sont à l'échelle qui soient disponibles. Donc là aussi, on a besoin de sobriété. Et en tout cas, on est tous d'accord pour dire qu'il faut électrifier, qu'il faut généraliser la voiture électrique, enfin tous, moi en tout cas, mais ce n'est pas la même chose d'avoir des voitures qui pèsent 2 tonnes ou des voitures qui pèsent 800 kg. Ce n'est pas la même consommation de matière, ce n'est pas la même consommation d'électricité. Donc là, y compris sur la consommation d'électricité, on a besoin de cette sobriété. Merci Philippe. Donc deuxième regard, on va maintenant avoir un regard un petit peu différent avec vous, Sylvaine Dion. Vous faites partie des shifters. Shifters, il y a le Shift Project qui a été lancé en 2010, c'est un think tank qui réfléchit à la transition vers une économie bas carbone et dont les membres sont des entreprises. Et puis les shifters, ce sont des individus qui soutiennent le shift, un mouvement plus récent, et qui sont très nombreux à contribuer. Moi, je pense que c'est l'émergence d'un mouvement que je trouve très, très intéressant. Vous êtes ingénieur de formation, vous avez fait carrière dans le nucléaire, et vous allez commencer par nous parler d'abord d'un travail que vous avez fait, vous, mais qui n'est pas sur cet arbitrage à proprement parler, mais sur la façon dont les opinions publiques dans le monde voient le nucléaire. C'est une carte politique mondiale du nucléaire. Qu'est-ce que vous en retenez et pourquoi c'est intéressant dans le débat que nous avons, nous, ici en France? Merci, bonjour à tous. D'abord, en introduction, je voudrais dire que je me réjouis que le débat qu'on ait aujourd'hui, c'est quelle est la place du nucléaire dans la transition. Sous-entendu, il n'est plus question de est-ce qu'on doit faire ou pas une transition. Donc ça, c'est déjà une énorme avancée. Moi, je regrette que la sobriété ne soit pas mentionnée encore suffisamment de façon si évidente. On pourra développer un peu ce point-là tout à l'heure. Elle l'a déjà été dans les 2 premières interventions. Le nucléaire, oui, est indispensable à mon avis, et la sobriété aussi. Pour les shifters, donc, les shifters, effectivement, c'est une association de bénévoles en soutien du Shift Project. On a fait une étude sur les opinions publiques et les positions des partis politiques sur le nucléaire dans le monde. Donc on a scanné tous les pays. Et grosso modo, si on veut résumer l'étude en 2 minutes, ce qu'on a montré, alors on n'a pas cherché à donner des recommandations ou émettre des avis, c'était vraiment avoir une photo de la situation du nucléaire dans le monde de production d'électricité. Donc on n'a pas regardé le réacteur de recherche par exemple. Il y a environ 450 réacteurs dans le monde, répartis sur environ 35 pays. Donc sans surprise, les pays développés sont les plus nucléarisés, très nucléarisés, quasiment tous sauf l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les pays en développement, alors évidemment, eux ont beaucoup moins de nucléaire. Ils ont des projets, il y a des nouveaux entrants qui commencent à développer des programmes nucléaires. En Europe, c'est extrêmement partagé, puisque en matière de nucléaire, chaque pays est souverain. Donc il n'y a pas une Europe du nucléaire qui donne une direction dans un sens ou dans un autre. Donc on a une grosse dizaine de pays qui ont du nucléaire et qui comptent sur le nucléaire pour leur mix électrique. Il y a une petite dizaine de pays qui n'en font pas ou qui n'en font plus, ou qui ont décidé d'arrêter. Il y a aussi des pays, l'Allemagne par exemple, ils ont encore 3 réacteurs en service, ils en ont fermé 3 l'année dernière, ils en ont encore 3 qu'ils envisagent de fermer à la fin de l'année pour ouvrir des centrales à charbon, soit dit en passant, c'est pas top pour le climat. Il y a aussi des pays qui ont changé d'avis, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont décidé d'arrêter le nucléaire et puis finalement ils sont revenus en arrière là-dessus. La Suède, par exemple, ils avaient interdit le nucléaire, alors pas interdit, ils avaient une taxe très forte sur le nucléaire, puis en 2017, en fait, ils ont réautorisé le nucléaire, en fait, ils ont levé cette taxe
Et finalement, il y a eu une nouvelle coalition gouvernementale et ils ont mis en avant le fait que la lutte contre le dérèglement climatique était prioritaire, la neutralité carbone était prioritaire, donc ils ont réautorisé le nucléaire pour ça, pour cet objectif. Et puis ils se sont dit, on verra plus tard si on continue le nucléaire ou pas. Il y a les Pays-Bas qui sont dans la même situation, qui ont un réacteur. Ils avaient envisagé d'arrêter le nucléaire et puis finalement, le gouvernement a été condamné pour inaction climatique et ils ont relancé un programme nucléaire pour décarboner leur énergie. Voilà. Après, dans le monde, il y a des pays qui construisent beaucoup, qui sont la Russie et la Chine. La Chine, elle a mis en service 36 réacteurs dans la décennie 2010-2020, donc c'est énorme. C'est ce qu'on a fait en France pendant les années 70 quand on a construit notre parc. La Russie, elle construit aussi énormément. La Russie, elle a un plan. Alors, ces deux pays, la Chine, elle compte sur le nucléaire pour décarboner son mix électrique. La Russie, elle a un plan aussi. La Russie, elle a un plan d'avoir 80% de nucléaire dans son mix électrique à horizon 2100. Donc, ils ont un plan à très très long terme. Ces pays-là, c'est des pays où les opinions publiques comptent très peu, qui ont des plans. En Europe, là où on construit, c'est les pays où les opinions publiques sont alignées sur le politique. C'est-à-dire que la Finlande et l'Angleterre construisent des programmes nucléaires en ce moment. On a à la fois des partis politiques et des opinions qui sont favorables au nucléaire, les deux. Voilà. Si on continue sur les opinions publiques, en France, la Commission nationale de débat public est en train d'organiser, pour le deuxième semestre 2022, un débat sur la composition du mix énergétique. Donc en gros, la question, ça revient un peu à se demander est-ce qu'on veut du nucléaire ou pas dans notre mix énergétique pour le décarboner. Donc la question est posée en France, mais pas seulement, dans le monde entier. J'étais au forum de Davos la semaine dernière. Il y avait, pour la première fois, j'avais une table ronde qui portait précisément sur ce sujet, qui était nucléaire, une option, point d'interrogation, et qui posait précisément cette question du nucléaire dans le mix énergétique. Dernier intervenant à cette table, Alexandre Perra. Donc vous travaillez chez EDF. Donc EDF est évidemment le grand opérateur du nucléaire en France. Vous êtes directeur exécutif groupe en charge de la direction innovation, responsabilité d'entreprise et stratégie. Vous avez entendu ces différentes études, ces différentes positions, et comment vous analysez de votre position à vous, évidemment, le rôle du nucléaire dans le futur mix énergétique de la France, et quels sont les tenants et les aboutissants de cette réflexion? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là. Je suis très heureux, comme tous les interlocuteurs, qu'on mette le débat de la transition énergétique sur la table. Et je suis un peu malheureux, à vrai dire, que ça soit autour du nucléaire uniquement. J'ai un peu un inconfort parce que j'ai l'impression qu'on est dans une situation actuellement où tout le monde nous dit, à commencer par le GIEC, on lit tout ça, qu'on est au volant d'un gros 4x4 qui va droit dans un mur, que le mur se rapproche, qu'il est inévitable même, nous dit-on, et on est en train de se demander s'il vaut mieux utiliser le frein à main, le frein hydraulique, je ne suis pas très fort en mécanique, le frein à patin ou s'il faut freiner avec le talon en ouvrant la portière. Moi, je crois que la situation est telle qu'il faut utiliser tous les freins et tous les freins qu'on a à disposition. Et il y en a beaucoup que j'ai entendu aujourd'hui, et il y en a un qui est remis en cause, et je vois pourquoi il est remis en cause, parce que c'est un frein un peu particulier, parce qu'il comporte des enjeux de sécurité, de responsabilité qui sont très lourds, et je crois bien gérés en France, et donc je ne veux pas me dédouaner de tout ça, et malgré tout, c'est un frein, et un frein extrêmement puissant pour limiter le changement climatique. Et donc je m'étonne toujours un peu d'entendre des gens qui plaident pour la lutte contre le changement climatique et qui voudraient qu'on se paye le luxe de se passer d'une solution pour limiter ce changement climatique. Je ne veux pas être le défenseur du nucléaire coûte que coûte à cette table, parce que je pense que j'en vois les limites, mais j'en vois aussi les avantages. Et je pense qu'il faut défendre toutes les solutions. D'abord, EDF aujourd'hui mise pleinement, et je crois que ça a été rappelé, et il faut encore en reparler, sur la sobriété. Je pense que la sobriété, qui est un mot qui a été longtemps l'apanage d'organisations ou de lobbies
anti-nucléaire n'a pas à l'être. Tout le monde doit aujourd'hui parler de sobriété et faire de la sobriété. Et quand je parle de sobriété, je ne parle pas d'efficacité énergétique, parce qu'il est facile, quand on est un technicien chez EDF, de dire on va vous faire de l'efficacité énergétique. Oui, il en faut, c'est rationnel. Il faut de la sobriété. Et la sobriété, ça se pose dans des termes extrêmement concrets. C'est le poids des voitures, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut des voitures beaucoup plus légères. Faire rouler des voitures électriques qui pèsent 2 tonnes, ça n'a aucun sens. Mais c'est aussi des questions beaucoup plus concrètes. On va avoir des hivers difficiles devant nous, avec des problèmes d'approvisionnement en gaz qui s'annoncent, avec une électricité dont on sait qu'on va être un petit peu juste, etc. La question se pose de savoir si on relance ou on prolonge le charbon à cette centrale au charbon opérée en partie par EDF. Ce choix, il est un choix précis, cornélien d'une certaine manière. C'est est-ce qu'on produit à base de charbon, donc en émettant du CO2, et là pour le coup du mauvais CO2, il y a tout CO2 est mauvais, mais enfin le charbon, on sait ce que c'est, ou est-ce qu'on se met en situation de faire de la sobriété, pas tellement choisie pour le coup, mais de tolérer des coupures de manière très ponctuelle sur certaines zones du territoire, de manière à pouvoir passer les pointes sans relancer ce charbon. C'est une question très concrète et qui nous interroge directement sur la sobriété. Est-ce que nous, en tant que citoyens, on acceptera d'être coupé, en tant que citoyen qui n'a pas un appareil respiratoire qui fonctionne à l'électricité, évidemment, parce que ceux-là seraient pris en charge si c'était le cas. Est-ce qu'on accepte de ne pas recharger notre téléphone portable de 18h à 20h, un soir de la semaine où c'est extrêmement tendu? C'est ça la sobriété, et c'est ça qui se pose aujourd'hui comme question en tant que citoyen. Donc EDF promeut la sobriété par les éco-gestes, on accompagne les clients, on veut le faire de plus en plus, et c'est un combat très sincère. Je ne pense pas du tout que le combat se joue, que l'arbitrage se fait entre la sobriété et le nucléaire. Je pense qu'il faut absolument les deux, et il faut beaucoup de sobriété. En rester, comme le dit RTE, à 630 TWh d'électricité en 2050, c'est une gageure. Ça va être très compliqué quand on voit le besoin d'électrification. Parce que je vous entendais, M. Quirion, dire que vous étiez pour la généralisation des voitures. Généralisation des voitures, ça veut dire beaucoup de voitures électriques. Ça veut dire, à la fin, beaucoup d'électricité. Et je ne sais pas comment on fait ça avec 420 TWh d'électricité, qui sont des chiffres que l'on voit dans certaines études qui disent qu'on peut se passer de nucléaire. Donc, je ne crois pas du tout à l'arbitrage entre sobriété et nucléaire. Il faut les deux. Ensuite, on reviendra peut-être sur les questions de coût. On rentre vite dans des débats assez techniques, mais ce que fait apparaître RTE, moi je m'en tiens à RTE, on a fait aussi nos propres analyses, mais ce que fait apparaître RTE, c'est quand même entre des scénarios 100% renouvelables et des scénarios nucléaires, un écart de 10 à 20 milliards d'euros par an, tous les ans, 10 à 20 milliards d'euros en plus pour un système fonctionnant sans nucléaire. Mais là où je vous rejoins, c'est vrai que le coût ne doit pas être la seule variable pour juger cela. Il y a beaucoup d'autres variables, et là encore, je suis d'accord que, je pense que le nucléaire a un vrai rôle à jouer. On parle assez peu de biodiversité, on parle assez peu de toutes les externalités négatives des énergies, y compris du nucléaire, on les connaît, on en parle souvent, mais toutes les énergies ont des externalités négatives. Chez EDF, on a un plan solaire, on fait beaucoup de solaire. On est en train de devenir un des plus gros acteurs de développement de solaire en France, un des 3 premiers, alors qu'on était 10 ou 15e il y a 5 ans. Donc on est en train de faire une remontada dans le solaire assez importante. Et pourtant, le solaire a aussi des inconvénients. Le solaire, c'est du territoire qu'on utilise pour faire ça, qu'on ne peut pas faire pour autre chose. Et donc ça va supposer d'arriver à faire du multi-usage du sol. Comment on va gérer l'arbitrage entre territoire à usage alimentaire et territoire à usage énergétique? Donc il faut innover, par exemple, pour faire de l'agrivoltaïsme, mais c'est encore pas tout de suite, accessible. Derrière la question du territoire, il y a la question de l'artificialisation des sols, il y a la question de la biodiversité, il y a la question des emplois. Les emplois, moi je pense qu'une mondialisation et une mondialisation à tout crin des chaînes de valeur dans lesquelles on est très dépendant de ce qui se passe à l'autre bout du monde pour assurer sa sécurité d'approvisionnement en électricité ou en énergie est assez dangereux, et que le fait de le faire en France avec des emplois français ou alors ailleurs avec des emplois d'ailleurs pour garantir la sécurité d'approvisionnement dans les frontières extérieures de ces pays, eh bien, ça a une vraie vertu.
Et je pense que dire que le nucléaire empêche de développer les renouvelables est fondamentalement faux. Oui, il y a des extrémistes nucléaires qui ne veulent que du nucléaire. Ils ont tort. Oui, il y a des extrémistes renouvelables qui ne veulent que du renouvelable. Je pense qu'ils ont tort aussi. Ce que je vois, c'est qu'il est possible de développer beaucoup de nucléaire, beaucoup de renouvelables. En tout cas, la thèse d'EDF, c'est beaucoup de sobriété, beaucoup de renouvelables, et il va falloir accélérer et passer à 5 à 6 gigawatts par an, alors qu'on en fait péniblement 2 à 3 ces années passées, du nucléaire, et avec un programme massif de renouvellement du nucléaire, et surtout beaucoup d'innovation. Vous parliez de stockage, vous parliez d'hydrogène, ce sont des secteurs dans lesquels EDF est en train de passer à la vitesse supérieure. Il y a beaucoup de choses à inventer parce que la moitié des émissions qui devront ne pas avoir été émises pour respecter la neutralité carbone en 2050 le seront par des solutions qui sont à inventer ou à déployer industriellement. Et c'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup d'innovation. Philippe, Alexandre dit c'est un luxe de se passer du nucléaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous doutez que non. Oui. Moi, j'ai peur que le luxe soit de se lancer dans un... Je parlais d'un nouveau programme nucléaire. Hein. Je ne parle pas de la question de la date de fermeture des centrales existantes. Mais bon, ça... Bien sûr, ça renvoie à la question du coût. Et du coup, je rebondis sur un autre point. Du coût des scénarios avec ou sans nucléaire. Dans l'étude récente que l'ADEME a consacrée sur la partie électricité de leur scénario, il compare un scénario avec EPR et un autre basé plutôt avec davantage d'éolien et donc pas de nouvelles centrales. Le coût est quasiment le même. On est vraiment dans la marge d'erreur. Pourquoi est-ce que... alors, il est vrai que dans leur variante centrale, RTE, on conclut que un surcoût effectivement des scénarios sans nouveau nucléaire par rapport aux scénarios avec nouveau nucléaire. J'ai lu avec attention le rapport, j'ai discuté avec les équipes de RTE, j'ai écrit un article dans The Conversation pour indiquer quels étaient mes points de désaccord, même si c'est une étude d'une manière générale de très grande qualité. J'ai quelques points de désaccord qui portent à la fois sur des hypothèses sur les performances des éoliennes, qu'on considère sous-estimées par rapport ça ne prend pas en compte les nouvelles générations d'éoliennes qu'on installe aujourd'hui, qui sont plus performantes que celles qu'on installait il y a 10 ans. Sur les hypothèses de coût de ces nouvelles centrales, puisque RTE n'a pas fait sa propre analyse, elle a pris comme hypothèse l'analyse que le gouvernement lui a transmise sur le coût de ces futures centrales. Et ces chiffres m'apparaissent extrêmement optimistes. Vous regardez tous les EPR qui sont en construction en Europe ou qui sont en train d'être mis en service. On est en gros à 8-9 euros par watt de capacité si on prend en compte les dernières annonces de hausse des coûts sur les projets en Angleterre. Entre 8 et 9. Et là, à l'horizon 2050, RTE nous dit 4,7. Donc c'est quasiment une division par 2. Par rapport les dernières estimations des chantiers en cours ont encore monté depuis la sortie du rapport RTE, mais est-ce que c'est raisonnable de supposer une division par 2 de ce coût? Est-ce que ça correspond à ce qu'on a observé jusqu'à présent? Non. Jusqu'à présent, le coût des nouveaux chantiers a été plus élevé que celui des précédents. Alors pour une même série, pour un même modèle, il y a pu avoir une légère baisse, mais pas une division par 2. Donc on considère ces hypothèses trop optimistes. Et par ailleurs, il y a le coût du financement. Alors, un peu technique, mais on est là pour parler d'économie. Dans sa variante centrale, RTE suppose le même coût du capital, 4% par an, pour toutes les technologies. En disant, ce serait légitime de différencier, mais on ne sait pas quel chiffre mettre, donc on prend le même. Ça, c'est écrit dans le rapport. Le problème, c'est que dans la réalité, ce n'est pas ça qui se passe. Quand RTE emprunte pour financer le raccordement de parcs éoliens offshore, il empruntait il n'y a pas longtemps à 0,75%, c'est peut-être un peu plus aujourd'hui, alors que le coût du capital pour investir dans du nouveau nucléaire, il est beaucoup plus élevé. Et pourquoi il est plus élevé? Parce qu'il y a des risques très importants de surcoût, de délais non prévus. Et ça, c'est un risque. Alors,
les gens qui veulent investir en Europe dans de nouvelles centrales disent mais il faut que l'État prenne ce risque à sa charge. Ça se défend, mais n'empêche que ça, c'est quand même ce transfert de risque, il a un coût. Il faut le prendre en compte, ce coût. Si on dit juste c'est l'État qui va prendre en charge tous les risques et donc on met le même coût du capital pour toutes les technologies, on oublie ça. Et quand RTE différencie les coûts, c'est aussi une variante de leur rapport, là on tombe sur les mêmes chiffres pour un système avec du nouveau nucléaire et un système sans nouveau nucléaire. Désolé d'avoir été un peu long. Je pourrais rebondir sur d'autres points. Merci. Alors, je crois que Alexandre et Philippe, on a compris votre position à l'un et à l'autre sur un nouveau programme nucléaire. Je voudrais qu'on entende maintenant les deux autres intervenantes. Sylvaine, vous, sur un nouveau programme nucléaire. Alors, je peux vous parler du plan de transformation de l'économie française qui a été réalisé par le Vous pouvez même montrer le Project livre. que je Oui. vous ai apporté. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Donc, le Shift Project et les shifters, au moment de l'épidémie de Covid, ont créé ce plan de transformation de l'économie française pour répondre à la question comment est-ce qu'on arrive à réduire de 5% par an nos émissions pour arriver à la neutralité carbone en 2050, qui sont les engagements qu'on a pris en 2015 au moment de la COP 21. Donc tous les secteurs ont été regardés, agriculture, transport, alimentation, industrie, énergie, culture, services publics. Voilà. L'idée, c'était de regarder de façon globale et de réfléchir en termes de système, c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure des coûts des différentes sources d'énergie, que ce soit renouvelables ou nucléaires. Ce qu'on a regardé aussi au Shift Project, c'est l'emprise au sol des différentes solutions, parce qu'il risque d'y avoir une compétition sur les terres entre l'agriculture et la production d'électricité, par exemple. On a pris en compte le fait qu'il va falloir plus d'électricité si on veut décarboner, parce qu'il va falloir qu'une certaine partie des véhicules, par exemple, passe à l'électrique. Et on a regardé aussi les limitations physiques, ça c'est un peu notre dada, dans la mesure où certaines sources d'énergie sont beaucoup plus consommatrices de matériaux que d'autres. Bon, en l'occurrence, ce plan-là, il se base sur une part importante de nucléaire, donc il se base sur des scénarios RTE où il y a le plus de nucléaire, en disant le nucléaire, il émet pas de carbone, il émet 12 grammes de carbone de CO2 par kilowattheure, donc il est très faiblement émetteur, il a une très faible emprise au sol par kilowattheure produit, il est très puissant, il est très concentré, mais il n'est pas suffisant entièrement. Et donc ce plan de transformation, il fait aussi la part belle à la sobriété. Et ce qu'on dit au Shift Project, c'est on est dans une telle situation apocalyptique, je pèse mes mots, d'un point de vue dérèglement climatique, qu'on ne peut pas faire l'économie d'activer simultanément à fond tous les leviers qu'on a. Donc on doit faire de la sobriété à fond, on doit faire de l'efficacité énergétique à fond, ce n'est pas la même chose effectivement. Par exemple, l'efficacité énergétique, ça va être j'isole mon logement et donc avec moins d'énergie, je chauffe pareil. Et la sobriété, ça va être je baisse d'1 degré mon thermostat. Donc sobriété à fond, efficacité énergétique. Et ce qui reste en énergie, énergie décarbonée, électricité décarbonée, renouvelable et nucléaire. On ne peut pas faire l'économie, on ne peut pas ne pas le faire parce qu'on n'a qu'un seul essai. On ne peut pas se retourner en 2050 et avoir échoué et être à 3 degrés, 4 degrés. Et puis se dire, on a échoué, et puis finalement, si on avait fait du nucléaire, on aurait réussi. Qu'est-ce qu'on va dire aux générations futures ? La jeune fille qui est en face de moi, je ne peux pas lui dire, on a échoué, on aurait peut-être réussi avec du nucléaire, désolé meuf. Kathleen, nouveau programme. Moi, je suis d'accord avec plusieurs des arguments qui ont été donnés, en particulier sur les renouvelables, avec l'argument de conflit d'usage des sols, et puis la question des matériaux, disponibilité des matériaux, qui n'est pas du tout évidente. Mais pour résumer, ce qui me semble quand même très problématique avec le nucléaire, c'est qu'on sent bien que ce n'est pas une solution générale. On ne peut pas penser que la planète tout entière va se mettre à régler le problème du changement climatique avec le nucléaire. Parce que pour avoir un programme nucléaire, pour pouvoir se permettre d'avoir un programme nucléaire, il faut un pays dans lequel les institutions sont très solides, en particulier des institutions de surveillance, des institutions qui garantissent en fait qu'on ne va pas faire n'importe quoi, en gros, et qui vont minimiser le risque d'accident. On a très probablement ça en France. Je pense qu'on a ça en France, parce que l'autorité de sûreté nucléaire, c'est vraiment des gens très sérieux, mais le monde entier n'a pas ça. Et puis il ne faut pas non plus oublier quand même le problème des déchets. On n'en a pas beaucoup parlé.
personne n'a encore réellement réglé le problème des déchets. Les déchets à durée de vie très longue. Alors, on a ce projet CIGEO en France. En effet, on va certainement le faire. Enfin, c'est écrit dans la loi. On va les enfouir très profondément. Mais bon, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup des déchets. Effectivement, ça peut se faire. Mais si le nucléaire se généralise, il y aura beaucoup de déchets. Et je ne sais pas trop, en fait. Bon, ça, c'est un point important. Donc, il y a également des questions plus petites, disons, moins centrales, mais qu'il faut quand même régler. D'abord, le fait qu'on peut se permettre de faire tout à la fois. Donc, dans les travaux économiques, on a quand même cette idée que si vous investissez massivement dans un secteur, le nucléaire, vous évincez en quelque sorte les investissements dans d'autres secteurs. On n'a pas l'argent pour tout faire. Et puis, on contraint les choix technologiques. On fait ce qu'on appelle du lock-in, c'est-à-dire qu'on s'est engagé dans une voie, mettons le nucléaire, on va faire beaucoup d'efforts de R&D là-dedans, on va dépenser beaucoup d'argent, et donc ça contraint un peu le futur. Une fois qu'on aura construit des nouvelles centrales nucléaires, on les a pour au moins 50 ans. D'accord ? Voilà, donc ça c'est un point que je voulais souligner. L'autre point, c'est qu'il paraît, mais ça vous nous direz, qu'en France on ne sait plus très bien faire. C'est-à-dire que les ingénieurs, il n'y a plus de jeunes dans les grandes écoles qui choisissent comme étude nucléaire. Donc on a perdu le capital humain, en fait, parce qu'on n'en a pas fait depuis longtemps. Et donc c'est aussi quelque chose qui peut expliquer le fait qu'on a un peu du mal avec les nouveaux projets. Et puis aussi, les centrales nucléaires, c'est long à construire. Si on décide maintenant, enfin ça c'est bien connu, de faire des centrales nucléaires nouvelles, ça ne va pas être mis en œuvre avant longtemps. Et en attendant, il faut bien quand même régler les problèmes de décarbonation. Donc tout ça, c'est des questions, enfin des arguments, disons, qui font penser qu'il vaut peut-être quand même mieux faire un gros effort dans les renouvelables. Donc on a une réponse plutôt oui, une réponse plutôt non, Alexandre. Je suis d'accord avec beaucoup de ce que vous venez de dire, Kathleen, avec d'autres conclusions peut-être parfois. D'abord, c'est lent de faire du nucléaire, oui c'est lent, et c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de renouvelables, parce qu'on a besoin de développer un maximum de choses maintenant, et c'est pour ça aussi qu'il faut prendre des décisions rapidement et avoir une vision long terme et assumer pour X réacteurs, alors 6, 8, 12, j'en sais rien, d'autres le savent et c'est à l'État de le dire, mais je pense qu'il faut avoir une vision et l'assumer. On a beaucoup tergiversé, pendant 10 ans quand même, on est tourné avec des arguments qui étaient apportés par des contradicteurs qui aussi aidaient à encalaminer ce débat, il faut le dire. Donc, oui, c'est long, mais c'est pour ça qu'il faut faire aussi des renouvelables dès aujourd'hui, et beaucoup de renouvelables, il n'y a aucun doute là-dessus. Deuxièmement, vous disiez, on a un problème de compétences. On a un sujet de compétences devant nous, global pour la transition énergétique. De toute manière, c'est aussi vrai pour les renouvelables, c'est encore plus vrai pour le nucléaire. Pourquoi ? Précisément parce que depuis 10 ans, on a eu face à nous un combat anti-nucléaire qui a fait croire que c'était une énergie du passé. Ce qu'on voit depuis quelques mois, c'est une remontée dans l'opinion publique surprenante du soutien au nucléaire. Aujourd'hui, les études qu'on voit, c'est 58% de soutien au nucléaire, tout nucléaire confondu, pas seulement le nucléaire existant, le nouveau nucléaire. Et ça se traduit aujourd'hui dans les cycles universitaires par une recrudescence des jeunes qui reviennent. Et vous aviez raison, ils avaient déserté. Mais c'est normal. Moi-même, étant parent, je n'aurais pas conseillé, si je l'aurais fait parce que j'y crois, mais je comprends qu'un parent puisse dire à ses enfants, à sa fille, j'espère, de plus en plus, va peut-être pas dans le nucléaire, on ne sait pas l'avenir de cette technologie. Là, aujourd'hui, on a un État qui a une vision assez claire de ce qu'il veut, qui projette, qui explique pourquoi il va en faire, dans quelles conditions il veut le faire, et de fait, ça remplit les salles de classe. Là aussi, les chiffres sont aussi très impressionnants. Je souscris à votre argument le nucléaire pour tous. C'est peut-être pas une bonne idée, c'est un très très bon point. Je note aussi que le 100% renouvelable pour tous dans un monde où on ne maîtrise pas la consommation d'énergie, c'est aussi une très mauvaise idée. On nous donne toujours l'exemple de l'Irlande, des Pays-Bas, du Danemark qui pourrait fonctionner à 100% renouvelable. Faire fonctionner une économie à 100% renouvelable, ça demande beaucoup de matériaux et surtout on parle d'économies qui sont raccordées à des voisins qui ont encore du nucléaire. Aujourd'hui, un électron sur 2 en Europe qui circule, un électron décarboné sur 2 qui circule, c'est du nucléaire. Donc les gens qui disent plus de nucléaire, comment ils remplacent cet électron rapidement ?
Par ailleurs, vous disiez, c'est un très bon point aussi, risque de locking. Oui, on va s'enfermer dans du nucléaire pour 50 ans si on fait du nucléaire. Mais aujourd'hui, ne pas faire du nucléaire, c'est s'enfermer dans une solution à base de renouvelables. C'est très bien. Et d'autre chose, c'est du gaz aujourd'hui. Et ce sera du gaz, au mieux, si ce n'est pas du charbon. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre des Finances allemand qui a expliqué que la stratégie énergétique allemande avait été une grave erreur. Il le dit parce qu'il se retrouve dans une situation très difficile aujourd'hui, dans la crise du gaz du fait de l'Ukraine. Mais enfin, la dépendance au gaz dans laquelle s'est enfermée l'Allemagne lui a permis de développer massivement les renouvelables, c'est vrai, mais en même temps a mis l'Allemagne dans une situation de dépendance au gaz russe et par ailleurs a laissé l'Allemagne en haut du top pollueur du monde, puisque je crois que ça doit être le 8e pollueur au monde. Voilà. Donc c'est quand même pas brillant et c'est le ministre des Finances allemand qui le dit. Philippe. Je vais rebondir sur 2-3 points. La question de l'emploi, d'abord, rapidement, la Société française d'énergie nucléaire, qu'on ne peut pas accuser d'être antinucléaire, a quantifié l'effet sur l'emploi de deux des principaux scénarios de RTE. Donc le scénario avec le plus de nucléaire et le scénario M23, donc l'un des scénarios sans nouveau nucléaire. Résultat, en 2050, 259 000 emplois dans le scénario avec du nouveau nucléaire, 320 000 dans le scénario sans nouveau nucléaire. Donc ça fait un quart en plus. C'est une étude qui n'a pas été... Ils n'ont pas communiqué énormément dessus, mais ça se trouve sur le web. Donc la question de l'emploi n'incite pas forcément à trancher en faveur du nucléaire. Sur la question de l'occupation des sols, alors c'est vrai qu'il faut des sols pour faire du solaire au sol. Et le solaire au sol, c'est par ailleurs intéressant par rapport au solaire sur les toits, déjà parce que ça coûte moins cher. Ceci étant dit, pour faire rouler une voiture électrique alimentée avec des panneaux solaires, il faut 100 fois moins d'espace, 100 fois moins que pour faire rouler une voiture à moteur thermique alimentée par des agrocarburants. Et qu'est-ce qui est le pire en termes en termes de dommages pour les sols? Est-ce que c'est mettre des panneaux qui sont enfoncés sur des pieux entre lesquels peuvent paître des moutons? J'ai encore visité un parc le week-end dernier. Ou bien faire des betteraves, du blé ou du colza arrosé de pesticides pour faire rouler des voitures. Qu'est-ce qui a le plus d'impact sur les sols? Pour moi, clairement, ce sont les agrocarburants. Et pourtant, on ne peut pas dire que ça empêche grand monde de dormir. Donc, OK, il y a un enjeu sur les sols, mais enfin, il n'est pas si important que ça. Il est même totalement mineur par rapport à la manière dont on utilise aujourd'hui les sols pour produire de l'énergie. Et sur la question du court terme, des prochains hivers, bien sûr, c'est une question importante, mais c'est pas lancer des nouveaux EPR aujourd'hui, ça résoudra absolument en rien les questions de sécurité d'approvisionnement dans les 2-3 prochains hivers. En revanche, lever les freins administratifs, embaucher dans les services administratifs pour permettre de développer plus vite des projets renouvelables, ça va aider, ainsi que tout un tas de mesures visant aux économies d'énergie dont on a déjà parlé juste avant. Quand on regarde cette question du mix énergétique à choisir, on a évoqué évidemment depuis 3 mois la question des dépendances. Le gaz et le pétrole, il vient de pays étrangers qui sont souvent, sur le plan politique, des pays qui ne sont pas très... on n'a pas très envie de ce genre de système en France. Les énergies renouvelables, elles supposent, vous l'avez dit Sylvaine, des métaux en grande quantité. Par kilowattheure, il faut beaucoup plus de métaux pour faire en particulier de l'éolien, mais aussi du solaire que du nucléaire. Et les productions de métaux est répartie différemment dans le monde. Le nucléaire, il y a aussi des dépendances. Si on examine cette question du mix à l'aune des dépendances qu'on choisit, et aujourd'hui, est-ce qu'un enjeu essentiel de la politique, ce n'est pas de choisir ces dépendances? Et comment ça éclaire cette question de l'arbitrage, du choix du mix, Sylvaine?
Alors, je vais rebondir aussi sur ce qui a été dit sur les scénarios RTE. Il y a 2 scénarios extrêmes où on a à la fois que du nucléaire ou à la fois que des renouvelables. Ce que dit RTE, c'est que ces 2 scénarios extrêmes, ce sont les plus risqués, à la fois en termes de dépendance aux matériaux, à la fois en termes de temps de construction, de délai de construction du nouveau nucléaire. L'intérêt, c'est d'essayer, alors avec la sobriété, mais aussi avec l'efficacité des sources, d'être le moins dépendant possible aux matériaux. Alors le moins dépendant possible aux fossiles. Je rejoins ce qui a été dit sur les agrocarburants. Il faut essayer de se libérer de tous les fossiles, y compris les agrocarburants, pour ne pas avoir de compétition avec soit de l'électricité décarbonée, soit de l'agriculture qui va devenir plus consommatrice en ressources. L'avantage du nucléaire là-dedans, c'est qu'il est extrêmement concentré, parce que si je compare avec les hydrocarbures, avoir une combustion physiquement, une combustion de 1 gramme de carbone, ça fait 10 kWh. Si je fais une fission nucléaire de 1 gramme d'uranium, j'ai 1 million de fois plus. J'ai 10 millions de kWh. Donc, par essence, la fission nucléaire par rapport à une combustion, techniquement, physiquement, c'est 1 million de fois plus puissant. Donc, déjà, cette question-là, elle permet de résoudre en grande partie la question des ressources, des matériaux. Ensuite, sur les approvisionnements, dans les pays producteurs d'uranium, les plus gros producteurs d'uranium, c'est le Canada, l'Australie, et puis le Kazakhstan, la Russie. Mais avec l'Australie et le Canada, bon, l'Australie, on a eu quelques déboires plutôt sur les sous-marins nucléaires, mais c'est des pays qui sont relativement stables et avec lesquels on peut compter pour l'approvisionnement de l'uranium, sachant qu'on a aussi en France des stocks qu'on est capable de recycler, c'est-à-dire qu'on fait du recyclage d'uranium. On pourrait avoir aussi un cycle bien plus bouclé si on utilisait des réacteurs à neutrons rapides. La Chine le fait, la Russie le fait, un réacteur à neutrons rapides en service. Donc on pourrait valoriser aussi davantage ce qui est aujourd'hui considéré comme un déchet, mais qui pourrait être brûlé en tant que combustible dans un réacteur si on se donnait, si on faisait le choix politique de développer cette filière. Philippe, est-ce qu'on a une dépendance cachée avec le nucléaire? Alors si on prend l'Europe dans son ensemble, oui, on le voit. On a vu des pays d'Europe centrale qui continuent à importer du combustible fabriqué en Russie. Bon, des dépendances après. Il y en a, mais la plus grosse dépendance, de toute façon, c'est celle aux fossiles, parce que là... on est bien d'accord. Oui. C'est bien de le rappeler, quand même. Oui, non, mais bien sûr. C'est ça le combat, en fait. Même d'un point de vue éthique, remplacer du pétrole russe par du pétrole saoudien, quand on voit ce que l'Arabie saoudite fait au Yémen, bon. Ceci étant dit, mais c'est pas pour dire qu'il ne faut pas faire l'embargo du tout. Je voudrais juste rebondir un peu sur l'Allemagne. On fait beaucoup d'Allemagne bashing en France, et c'est sûr que du point de vue du climat, s'ils avaient développé les renouvelables tout en fermant leur centrale à charbon plutôt que leur centrale nucléaire, ça aurait été mieux. Mais il n'y avait pas de majorité politique pour faire ça à l'époque, essentiellement pour des raisons sociales, tous les gens qui travaillaient dans le secteur du charbon. Et ce qu'il faut voir, c'est que à côté de ça, le fait que le Danemark puis l'Allemagne aient développé l'éolien et le solaire, c'est ça qui a fait baisser les coûts au niveau mondial, c'est ça qui a permis que des grands pays comme la Chine, l'Inde se lancent massivement dans les renouvelables grâce à cette baisse des coûts pour lesquels les contribuables allemands ont payé le prix fort, mais n'empêche que ça a payé en termes d'externalités négatives en termes de diffusion de ces technologies dans le reste du monde. David Newberry, un économiste de l'énergie britannique qui n'est pas du tout un écolo, a quantifié ça dans un article récent. Et oui, c'est un investissement qui a payé grâce à cet effet de progrès technique induit qui ensuite a bénéficié au reste du monde, et donc en faisant baisser les émissions dans le reste du monde, a finalement contribué à l'ensemble de la planète. Nous allons devoir terminer ces échanges. Je voudrais poser une question à chacun d'entre vous avec une réponse très brève. C'est le mix énergétique de la France en 2050. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a comme nucléaire? Qu'est-ce qu'on a comme renouvelable? Alexandre. Je pense qu'on a beaucoup de renouvelables, on a beaucoup de nucléaire. Est-ce que ce sera 50-50 ou 40-60 ou 30-60, 70, pardon? Je ne sais pas. Je pense que c'est bien incertain, qu'il faut garder les options ouvertes, ne pas se priver, parce que comme
disiez, le lock-in coûte cher. Si c'est un lock-in dans une technologie décarbonée, ça va, mais si c'est un lock-in dans une technologie carbonée, on le regrettera tous et on aura l'air très idiot au volant de notre 4x4 dans le mur. Kathleen. Tu veux dire ce qu'on souhaite ou ce que, Ce que vous voyez. Les décisions, je pense, pour relancer le programme nucléaire ont quasiment été prises là. Donc, moi, je vois un mix équilibré, disons. Je ne sais pas non plus si c'est 50-50 ou quelles sont les proportions, mais très probablement, ce sera un mix dans lequel on aura du nucléaire et des renouvelables. Philippe. Je ne sais pas, Madame Soleil, mais bon, je dirais, les décisions ont été prises en partie. Maintenant, on a bientôt des élections législatives qui peuvent avoir un impact aussi sur les choix qui vont être faits, qui auront un impact, pardon, de toute façon. Et donc, pour moi, l'avenir est ouvert. Je ne me hasarderai pas un pronostic là-dessus. Sylvaine, est-ce que vous hasardez? Moi, personne n'a répondu, donc je ne vais pas répondre non plus. Je pense que si on arrive à la neutralité carbone en 2050, moi, ça m'est complètement indifférent de savoir quel pourcentage on a. La bonne nouvelle, c'est que toutes les solutions pour y arriver, elles existent déjà. Le monde post-carbone, il existe déjà. Il y a déjà des boutiques zéro déchet. Vous pouvez déjà rouler à 110 sur autoroute. Vous pouvez déjà arrêter d'acheter tous les trucs dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez déjà acheter d'occasion les trucs dont vous avez vraiment besoin. Voilà, c'est comme ça qu'on va y arriver en faisant tout, en faisant maintenant. Voilà, moi, je crois qu'on peut y arriver. Merci. Moi, ce qui me frappe, donc, pour répondre à la question sur le mix énergétique, c'est premièrement, on va avoir de la sobriété, et il va y avoir de la sobriété choisie, mais aussi de la sobriété imposée. Ça va supposer des organisations très différentes de nos sociétés, qu'on a du mal je crois, à imaginer et à concevoir pour l'instant. Le second point, et Philippe avait commencé par ça, c'est l'incertitude sur les choix, parce qu'on est encore dans des changements techniques qui sont encore en cours et qui peuvent être très importants. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. C'est vrai sur les renouvelables, c'est vrai aussi sur le nucléaire avec les nouvelles technologies qui peuvent se développer. Et donc, c'est un choix qui peut beaucoup évoluer au fil du temps, avec la nécessité de le mettre dans le débat. C'est ce qu'on a essayé de faire ce soir et ce qu'il faudra continuer à faire dans les mois et dans les années à venir. Mesdames, Messieurs, merci. Merci à vous.